Dans le vif du sujet, avec Enis Moraï. Chers auditeurs et auditrices d'RTCI, bienvenue sur nos ondes. Enis Moraï vous présente comme chaque mercredi à partir de 8h30 dans le vif du sujet, votre émission politique hebdomadaire qui fait parler les politiciens à bâton rompu. Et comme on dit, une fois n'est pas coutume, j'ai choisi d'inviter aujourd'hui non pas un politicien, mais un expert de la communication politique, un domaine qui reste mal ou peu connu, mais dont les ficelles et les techniques peuvent être déterminants quant à la compréhension de la politique et ses non-dits surtout. Monsieur Daniel Delvert, bonjour. Bonjour à vous tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi. Merci. Je vais essayer de vous présenter un peu pour nos auditeurs. Donc Daniel Delvert est spécialiste donc en communication politique. Vous êtes français ou plutôt né en France. Je vous trouve aussi résident plus de 15 ans en Espagne, 3 ans en Tunisie, 5 ans au Maroc. Donc vous êtes un peu un globe-trotter, hein ? Oui, j'adore les pays et je me dis maintenant citoyen du monde. Oui, citoyen du monde, exactement. Vous m'avez parlé aussi de mission en Algérie. Je vous vois intervenir professionnellement dans de nombreux pays d'Amérique latine, notamment Cuba, l'Uruguay et l'Équateur. Et sur le plan de la communication politique, je vous vois déjà dans les années 80, un des tout premiers collaborateurs de Jean-Pierre Raffarin. Oui, donc je vais faire fuir les jeunes, parce que là vous êtes en train de me vieillir. Là. Oui, et vous côtoyez alors Henri Giscard d'Estaing. Tout à fait, qui est maintenant responsable des Club Med. On va pas faire de la publicité. Oh, pardon, excusez-moi. C'est presque vous occupez aussi les fonctions de conseiller technique à la communication d'un cabinet ministériel. Et vous avez enchaîné comme conseiller en communication dans un cabinet de marketing politique. Je vois aussi que dans les années 90, vous étiez directeur général d'une des principales directions de la Poste espagnole. Et vous avez lancé, donc vous êtes lancé à partir des années 2000 dans le conseil des entreprises et le coaching donc politique. Voilà, donc vous avez également, on reviendra par rapport à ça, hein, donc un blog et une page Facebook qui traite de toutes ces questions-là. Mais pour commencer, Monsieur Delvert, je voudrais vous poser la question suivante. Qu'est-ce qu'on entend par communication politique ? Je dirais qu'en ce moment, la communication politique a plutôt, si on peut employer l'expression quand je suis dans une radio, mauvaise presse. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ce sont les gens derrière les politiques et qui tirent des ficelles et qui ont des objectifs des fois pas très dignes, pas très éthiques. Insidieux. Voilà, oui. On les voit un peu comme ça. Or moi je prétends que la communication politique, déjà c'est très technique, et puis ensuite ma prétention, ma mission personnelle, c'est de récupérer, c'est si vous voulez, de réconcilier les politiques avec les électeurs. Parce que justement, on voit qu'il y a de plus en plus d'abstentionnistes, on en parle pour la Tunisie, il y a beaucoup d'abstentions prévues, et donc le rôle de la communication politique, c'est d'aller chercher les électeurs et de leur faire comprendre le message politique. Et alors comment on fait ? Leur faire avaler une pilule amère enrobée de sucre, c'est pas ça ? Mais la politique, c'est pas toujours la pilule amère. Tous les médicaments ne sont pas mauvais, quoi. Et il existe des médicaments. J'ai des enfants et il existe des médicaments où les enfants disent j'en veux encore. Oui. Donc mon but, c'est un petit peu ça, c'est qu'on dise j'en veux encore. Et si je suis en Tunisie et en France, c'est pour que les gens aient confiance dans la politique, même si c'est difficile. Alors comment on peut faire ? Déjà, le rôle de la communication politique, c'est de se dire vers qui on se tourne, quoi. Oui. On va parler à qui ? On va parler à son parti politique en interne, on va parler en externe aux électeurs, ou on va parler à la presse, ou on va parler à des chefs d'entreprise. Donc déjà, vers qui on se tourne ? Et c'est comment on va parler à ces gens ? Soit c'est un écrit, ça peut être sur un blog, soit c'est un écrit dans la presse, ou soit c'est une conférence de presse, une radio, une télévision, ou soit un meeting avec 20 000 personnes. Donc on peut être face à 2 personnes, ou on peut être face à 2 000 ou 20 000 personnes. C'est pas la même manière de communiquer. Donc là, on est dans des techniques. Et puis, je dirais aussi, il y a une exigence dans la communication politique, une exigence très forte. Ça, c'est ce qu'on fait aussi en entreprise dans la communication, c'est je lance un message, et il faut que le message, il arrive à son destinataire à temps, et qu'il soit compris
par 100% des gens et qui soit pas dévié. Parce que si on dit une chose et que les gens entendent autre chose, on a perdu. Donc c'est ça la communication politique, c'est de pouvoir faire que le message est reçu et en temps voulu. Voilà un petit peu. On associe souvent, Monsieur Delvert, la communication. On regroupait la stratégie de la communication et on appelait ça le marketing politique. Tout à fait. Parce qu'on était dans un marché, on a des cibles, on a des messages, on a des contenus, on a des études. Tout ça, ça forme la stratégie et à partir de la stratégie, on va vers une communication. Je crains malheureusement que en Tunisie actuellement, même s'il y a une stratégie, elle n'est pas souvent dévoilée et on fait de la communication sans connaître la stratégie qui est derrière. Ça trouble énormément le message, on a du mal à le comprendre. On y reviendra sur le contexte tunisien parce que ça sera la deuxième partie de notre émission, de revenir sur la Tunisie et surtout cette communication politique qui a imprégné la Tunisie post-révolution. Mais qui sont les acteurs qui sont concernés par la communication politique? Je dirais, tout être humain qui parle et qui écoute est un acteur. Alors, la première chose, les premiers acteurs, ce sont les institutions. À partir du moment où on a voté le premier élément de la révolution tunisienne, c'est l'Assemblée nationale constituante, l'ANC est une institution qui doit communiquer politique. D'accord? Le gouvernement. Donc les ministres, on parle de communication institutionnelle, donc chaque ministère fait de la communication politique. Mais quand je parle politique, je parle pas politique politicienne pour faire voter. Un ministre du tourisme fait de la communication politique pour que le tourisme se maintienne ou puisse s'accroître. C'est pas de la politique politicienne. Donc ça, ce sont des acteurs. Les personnalités politiques, les partis politiques, le peuple, quand il parle, quand il vote. Le vote est une expression de la communication politique. Donc tout ça, ce sont des éléments. Et puis je dirais maintenant, il s'est mêlé d'autres acteurs qui sont des plus importants. Et on l'a vu dans le printemps arabe et on l'a vu en Tunisie. Ce sont les réseaux sociaux et les acteurs de ces réseaux sociaux, c'est-à-dire les blogueurs. Excusez-moi de vous interrompre, c'est pour cela qu'on voit des pages relatives à la présidence de la République, ministère de l'Intérieur, qui mettent des communiqués avant même de les communiquer donc à la presse. C'est sur Facebook ou sur Twitter, donc ils lancent leurs communiqués s'agissant de faits qui peuvent être donc interprétés, je dirais, de façon insidieuse ou de façon Mais on arrivait à un certain paradoxe. Je parlerai pas aujourd'hui beaucoup de la politique française, mais le Premier ministre Hérault, quand il dit à son ministre qui a eu les problèmes que l'on sait à Cahuzac, il lui envoie un message en disant « Ne reviens pas à l'Assemblée nationale ». Et il le fait par un tweet. C'est quand même une aberration. Enfin, pour moi, c'est une aberration, mais on en arrive là, quoi. C'est que la communication passe par Twitter, passe par Facebook et passe par le peuple, par Facebook également, alors que Facebook n'est pas la politique, on est bien entendu, mais Facebook, mais la politique, je dirais, Facebook n'est pas la politique, mais la politique sans Facebook n'existe pas. Tout à fait, et d'ailleurs, on a souvent épilogué sur cette machine derrière Facebook pour promouvoir le printemps arabe, la chute de Ben Ali, et même la concertation entre les opposants de Ben Ali pour le faire chuter en Tunisie. Ça s'est passé aussi de la même façon en Égypte, ça s'est passé, et je me souviens qu'à l'époque, la première chose qui a été faite, donc par ces régimes dictatoriaux, c'était d'essayer de rompre la connexion Internet pour qu'il n'y ait pas donc cet effet boule de neige qui a imprégné donc l'opposition pour ces dictatures. Bien sûr, j'oserais parler de quelques noms, mais comme je suis en Tunisie, j'ai peur d'écorcher les noms, et puis ma mémoire est plus dure pour des noms, mais quand je pense à Amira Yayaoui, ce qu'elle a fait avant la révolution, je pense à Lina Ben Meni, je pense à Henda Hendoud, je pense à plein de gens qui sont des jeunes, des blogueuses. J'ai pas de nom de blogueur, excusez-moi, j'en ai mais je les ai pas à mémoire. Mais quand on parlait de Amira Yayaoui, je parle pas de son action actuelle. Qui fait un travail énorme au niveau de l'Assemblée nationale constituante. Voilà, au niveau de la transparence. Oui, au niveau de la transparence. Oui, mais auparavant,
Elle a été au moment de la Révolution, alors qu'il y avait le premier gouvernement avec Hanouchi, etc. Elle était en permanence en France à l'époque, exilée en France. Elle était à la radio, elle transmettait tout, et elle a été d'une activité. Elle s'est fait tabasser quand elle était ici, avenue Bourguiba. Bon, c'est des gens d'un grand courage, et souvent même... Et qui deviennent influents aussi. Voilà, voilà. J'allais le dire, souvent même maintenant, qui ont une structure, une stratégie politique, même si c'est pas une stratégie de parti politique. Parce que souvent les blogueurs ne sont pas rentrés dans une stratégie de parti politique. Certains leur reprochent le fait aussi de militer pour des agendas extérieurs à travers justement la communication politique, mais ça, on le véhicule avec des réserves parce que les preuves ne sont pas là. Daniel Delver, je voudrais maintenant discuter un peu de l'image que vous avez de la communication politique en Tunisie, surtout qui a joué fortement en la faveur de ceux qui sont dans la Troïka actuellement, avant le scrutin du 23 octobre. Comment vous avez décortiqué, vous qui êtes un spécialiste aussi de la Tunisie post-révolutionnaire? Disons que le problème, le nœud des élections pour l'ANC du mois d'octobre 2011, ça a été justement un problème de terminologie. Où on a réussi à faire, c'est un prodige, on a réussi à opposer le laïcisme à la défense, en opposition à la défense de la religion musulmane. C'est-à-dire, vous voulez dire, on a poussé un peu le bloc qui se proclame progressiste ou démocrate à aller sur le terrain donc de cette bataille contre les valeurs donc islamistes et conservateurs de la Tunisie. Je ne sais pas si on les a poussés ou si ce sont les laïcs eux-mêmes qui se sont positionnés comme ça. Il y a un petit peu des deux. Oui. C'est-à-dire que le laïcisme, moi qui suis moi qui suis français, le laïc, c'est un esprit qui respecte toutes les religions. Et qui dit que chaque religion a le droit d'exister et chaque personne qui croit a le droit de s'exprimer dans un pays laïque, et même les non-religieux. Et on est arrivé à une situation où on a pensé que celui qui était laïque était anti-musulman. Tout à fait. Et donc ça c'est d'une gravité, mais en plus... Ce que je comprends pas, c'est que c'était prévisible. Je vais pas dire je peux pas dire pour qui j'ai travaillé sur la Tunisie, mais je peux quand même parler de qui j'ai rencontré. Et en août, oui, c'est bien ça. En août 2011, j'ai rencontré Monsieur Marzouki, qui était qu'un candidat. J'avais vu qu'il avait un langage intéressant. Et quand je l'ai rencontré au siège du CPR, il m'a dit, je vois que les partis progressistes se trompent. Il m'a d'ailleurs dit ils sont trop français et il parle de la laïcité et à parler trop de la laïcité, ils vont aller à la défaite. Risque de faire les affaires donc du parti islamiste de Nava. Là-dessus, il a eu raison. Oui, d'accord. Et après le scrutin du 23 octobre, je dirais, la communication politique était devenue quelque chose de très intéressant parce que les progressistes ou ceux qui sont dans l'opposition attendaient un peu de pied ferme donc la Troïka dans ses déboires avec l'héritage Ben Ali, et la Troïka essayait de dorer son blason face aux problèmes qu'elle a trouvés donc sur le tas. Comment, selon vous, le premier gouvernement Jbeli a-t-il réussi à s'en sortir de ces déboires à travers la communication politique? Je dirais qu'il a réussi à s'en sortir en noyant un peu le poisson. Parce que, mais quand je dis ça, c'est pas non plus une critique sur ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. Oui, on ne porte pas de jugement de valeur. Oui, je ne porte pas de jugement de valeur, mais la situation était telle que parler de tous les problèmes aurait été encore pire, quoi. Donc après, on peut se dire, ne pas en parler, c'était grave, mais parler à chaque moment de tous les problèmes, ça aurait été multiplier les problèmes et ça aurait encore accru l'insécurité dans le pays et le risque de manifestation. Je prends un exemple, là encore, j'ai rencontré aussi en son temps des conseillers, un conseiller pour le moins de M. Djebali, qui m'a dit que c'était en décembre, je crois, 2011, où il y a eu des inondations, puis après des problèmes de neige. Oui. La fonte des neiges qui a fait des inondations dans le nord-ouest tunisien. Voilà. Eh bien, cette personne m'a dit qu'il avait été envoyé des chasse-neige qui avaient été pris à une entreprise, mais qu'ils avaient fait tout le nécessaire, et puis une semaine après, ils se rendent compte que le chasse-neige n'est pas sorti parce que le gouvernorat local n'avait pas trouvé un chauffeur pour les chasse-neige. Bon.
Si on multiplie ce genre d'exemples, on se rend compte de l'incapacité et de l'impossibilité du gouvernement Djebali à cette époque-là à faire front à tous les problèmes. Oui. Voilà. Mais surtout, certains disent que ce gouvernement-là, de par l'incompétence de certains, comme ils le prétendent, il a failli aussi en matière de communication politique parce qu'il n'a pas su véhiculer une image, même dans un contexte qui pourrait être un contexte donc politique difficile. Oui, mais là, on rentre un petit peu dans l'analyse que fait Chomsky, Noam Chomsky, où on dit c'est la stratégie de la diversion. Tout à fait. Il est évident que quand les problèmes s'accumulent, c'est plus facile. J'ai fait un article dans mon blog qui s'appelle l'opposition sous hypnose, quoi. Mais c'est pas seulement l'opposition sous hypnose, c'est tout le monde sous hypnose. C'était même le gouvernement. C'est plus facile de montrer quelque chose qui attire les esprits. C'est très facile d'aller sur l'émotionnel pour éviter le rationnel. Et c'est ce qu'a fait le gouvernement Djebali. Il a beaucoup joué sur l'émotionnel, parfois très négatif, avec les manifestations qui ont été réprimées, avec les gaz lacrymogènes. C'est plus facile, voilà, de montrer tout ça, des arrestations de journalistes, ou tout ça, ça crée des émotions dans la population, et pendant ce temps-là, on peut essayer soit de travailler le fond ou de ne pas le travailler. À vous de voir. On essaie toujours de dire que ce gouvernement-là, comme la période donc préélectorale par rapport à Nav, on a joué beaucoup sur l'aspect victimisation à travers la communication politique. Est-ce que vous imaginez que pour le futur, cet aspect de victimisation pourrait imprégner davantage donc le rôle du gouvernement pour attirer du moins la sympathie dans les difficultés qu'il est en train d'envisager? Je ne sais pas si je vais répondre à votre question, mais il y a eu quand même l'attentat politique contre Chokri Belaïd et donc la démission qui a suivi du gouvernement de Djebali, et on est resté dans une période d'incertitude, de neutralisation, et d'essayer de dire qu'il fallait faire un gouvernement avec des technocrates, etc. Tout ça, ça a été une tentative pour essayer d'absorber tout ça. Et la meilleure manière aussi, là c'est de la communication politique, je pense, très réfléchie, de faire que M. Djebali, qui était en pente descendante au niveau de sa notoriété, de sa crédibilité, est devenu un salvateur. Est redevenu un salvateur, et peut-être un candidat futur pour les présidentielles, même s'il a dit qu'il ne le ferait pas. Mais je pense qu'il saura répondre à l'appel du peuple. Mais l'appel du peuple, pas de quoi demain sera fait. Bien sûr, mais c'est pas le même appel du peuple. D'accord. Pour la suite des événements en Tunisie, vers les élections, comment voyez-vous le comportement des acteurs politiques prochains, et comment jugerez-vous peut-être leur capacité donc à véhiculer cette communication politique? Alors, je vais répondre à votre question, mais je vais faire un tout petit additif. Je ne vois pas l'avenir de la politique sans parler de l'ANC. Et l'ANC, l'Assemblée nationale constituante, qui a une image terne, rappelons-le, qui a une image terne. Voilà, par sa naissance, elle se crée sa petite constitution, où elle oublie de dire qu'elle a une durée de vie limitée. Elle n'a pas prévu la démission du Premier ministre, et d'ailleurs, dans la future constitution j'ai écrit, la future constitution n'en finit pas de finir. Et les procédures durent. Je m'amuse avec ces formules, mais c'est pas amusant du tout, la situation. Et donc, cette situation fait que tout le paysage politique risque d'être transformé, et la communication politique va avoir des conséquences difficiles à cause de cette ANC dont moi je me pose des questions, Et je pose même la question, est-ce qu'on a besoin d'une constitution? Est-ce que la Tunisie a besoin d'une constitution pour passer aux élections? Il y a des choses plus importantes. La loi électorale, c'est le garant de la communication politique pour les élections. C'est-à-dire? C'est-à-dire que si on va sur un terrain de football, on a besoin de savoir les dimensions du terrain de football, les dimensions les dimensions du goal, enfin du but, et on a besoin de savoir combien on va jouer, combien de temps.
Là, on sait rien. Du moins pour peaufiner la condition physique. Bien sûr. Oui. Là, on sait rien du tout. Et pour connaître le potentiel. Bah, bien sûr, on sait rien. On sait pas combien de temps va durer la partie, c'est-à-dire la NC. On sait pas s'il va y avoir les mêmes circonscriptions. On sait pas si les élections des législatives, ça va être un copie-coller de la NC. Et ça n'a aucune raison de l'être, quoi. Donc, on ne sait rien du tout. Comment voulez-vous qu'il y ait une stratégie politique et une communication politique pour le futur quand on ne sait rien du tout de tout ça? Daniel Delvert, on ressent une lassitude chez nos concitoyens, c'est-à-dire chez les Tunisiens, une lassitude de la politique. Et certains observateurs tablent sur un taux d'abstentionnisme qui risque d'être très élevé, ce qui est contraire à la démocratie, et ce qui ne va pas donner une réelle légitimité pour ceux qui viendront par la suite, qui réussiront donc à passer le prochain scrutin. Selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire pour que cet abstentionnisme ne soit pas au rendez-vous? Ou pour limiter les dégâts de l'abstentionnisme? Justement, si on doit croire les sondages qui sont faits, et sans accuser les instituts qui le fassent en Tunisie, mais en France, qui a une tradition des sondages, les sondages qui sont là 3 mois avant les élections, ils sont toujours mis en échec par rapport à la réalité. Donc j'ai du mal à croire les sondages de la Tunisie, qui n'a pas été un parti démocratique, qui n'a pas d'histoire des sondages, ni d'histoire de la démocratie. Donc j'ai du mal à les croire. Mais il faut quand même les prendre pour une photo actuelle. Et les photos actuelles, c'est, j'ai cru comprendre, plus de 30%. Même plus. Plus de 30%. On parle de 40%. Bon, donc le premier parti, le parti des abstentionnistes. C'est très grave. C'est grave pour une institution. Et c'est d'autant plus grave que les listes électorales qui, là encore, l'ISI n'est même pas en action. Il n'y a pas eu de rénovation ni de campagne pour faire adhérer les gens sur les listes électorales. Et donc, les gens qui sont inscrits sur les listes sont pas nombreux non plus. Donc, l'élu président de la République... Enfin, il y en a 50% donc de l'ensemble de l'électorat tunisien sur les listes, Oui, mais 50%, s'il y en a 40% qui s'abstiennent, il n'en reste plus beaucoup. Et comme il y a plusieurs partis qui vont se présenter, bah, le président de la République, il sera élu à peu près par 50% de ceux qui ont voté et qui représentent 40% du corps électoral ou 50% du... Donc, il n'est pas très légitime en ce sens. D'accord. Et bon, donc, moi, je dis que l'ISI a un grand rôle pour faire une campagne pour que les gens aillent sur les listes électorales, pour leur faire comprendre l'importance d'un vote, que c'est un moment démocratique important, c'est un événement démocratique, et puis il faut que les partis politiques sortent de leur microcosme. Moi, je constate aussi... Il y a une certaine léthargie, oui, les partis politiques, tous en ce moment, ils sont dans leur pensée en disant... Braqués sur des considérations de politique politicienne. Qui va être le leader, comment on va s'allier, avec qui, et si je m'allie, est-ce que j'ai déjà du mal à être leader de mon parti, qu'est-ce que je vais me retrouver dans le cas d'une alliance? Je parle pour l'opposition, mais c'est aussi le cas... Alors que la loi électorale n'a pas été votée, et alors que c'est primordial de dire que la loi électorale peaufinera donc les alliances et déterminera qui sera avec qui. Je n'arrête pas de le dire. Moi, je suis, au niveau de la loi électorale, je suis pour un système, bien sûr, à la proportionnelle, mais qu'on dit proportionnel mixte ou avec un bonus, mais à 2 tours. C'est-à-dire que justement... Ça va être difficile que ça passe avec 2 tours. Écoutez, vous parlez comment on pourrait enlever de l'abstention. S'il y a 2 tours, au premier tour, on vote pour qui on veut, et on n'a pas de conséquences, et au deuxième tour, on regarde, et on dit « Ah, je suis content », ou on regarde, on dit « Oh là, quel désastre ». Oui, mais dans la bipolarisation actuelle, et avec une présence massive de Nahda à l'Assemblée nationale constituante, je serais surpris que Nahda aille pour le deuxième tour. Ah, vous pouvez être surpris, moi aussi, mais ça n'empêche pas que quand un système électoral n'est pas juste, la manière de faire voter les gens, c'est aussi de plaider pour un système plus juste. D'accord. Donc les partis politiques, et surtout, n'oublions pas que nous avons été dans un cas de l'ANC où il y a eu plus de 120 partis politiques déclarés, plus de 100 partis qui n'ont pas pu se constituer, de l'ordre de 3500 listes qui se sont présentées. Toute cette diversité tunisienne qui est intéressante, si on va dans le cas, bien sûr, normal de la bipolarisation, il risque d'y avoir fusion et confusion. Oui, d'accord. Donc on va essayer de terminer cette émission qui a été riche dans les informations, et nous avons discuté de cet aspect mal connu de la politique qui est la communication. Je vous laisse d'abord le mot de la fin. Vous pouvez aussi nous présenter vos blogs.
On va vous faire une petite publicité. Mes blogs s'appellent La Dimension. Il y Oui. en a un, c'est La Dimension, c'est sur la vie politique française, et un autre, La Dimension Tunisie, qui est sur la vie tunisienne, plus mes pages Facebook qui fonctionnent. Mais ma conclusion, c'est que la Tunisie est un pays formidable que j'adore, mais la Tunisie doit sortir de cette léthargie dont vous avez parlé, et il doit y avoir, j'entendais que certains appellent une deuxième révolution. Alors, je ne sais pas si elle doit être physique, intellectuelle, mais en tout cas, la Tunisie a besoin de bouger actuellement. Il y a une gravité extrême, économique, sociale et politique. Oui. Merci beaucoup Daniel Delver. Je rappelle, vous êtes donc un expert en communication politique. Merci d'avoir accepté notre invitation d'être sur nos ondes pour éclaircir notre lanterne par rapport à ce sujet. Chers auditeurs et auditrices, nous on remet notre rendez-vous comme d'habitude, donc mercredi matin dans le vif du sujet. C'est Enis Moraï qui vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Dans le vif du sujet avec Enis Moraï.